Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et nous sommes à la 3e édition du Salon des Livres et de la Lettre. Nous sommes en compagnie de Philippe Pascot et d'Hervé Le Breton. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteur, vous êtes président de l'Association pour une démocratie directe et vous militez tous les deux pour plus d'éthique en politique. Philippe Pascot, vous venez de sortir un nouvel ouvrage, le 3e, sur le comportement des élus, le 4e, pardon, sur le comportement des élus à l'Assemblée nationale. Allez presque tous vous faire 3 petits points. De quoi reparle encore ce livre? Est-ce que c'est toujours sur le non-respect en fait de... C'est sur les avantages et les privilèges que s'octroie une certaine partie des élus en nous disant que nous devons nous serrer la ceinture et eux ils rajoutent des boutons à la leur. Donc c'est simplement que je démontre par A plus B des éléments factuels, ce que j'écris dans mes livres, comme fait Hervé, ce n'est que des choses vraies, que du factuel, sur le fait qu'il y a des gens qui s'engraissent sur le dos du peuple alors qu'ils nous demandent nous de faire des sacrifices. Qu'a changé, parce que vous la dénonciez, cette loi de moralisation de la vie publique, donc j'aimerais bien avoir votre loi avis sur quoi à tous les deux, la loi de moralisation de la vie publique. Ah, le truc bidon qui a été voté il n'y a pas longtemps, là. Soi-disant une loi pour soi-disant qu'on ait plus de moralité en politique, et qui en fin de compte fait totalement l'inverse de ce qui est prévu. La loi où on dit qu'on n'a pas le droit d'embaucher sa femme et son fils en tant qu'assistant parlementaire, mais on peut embaucher sa maîtresse et son amant. La loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des profits avec des sociétés, mais on laisse quand même un parlementaire devenir avocat. La loi, on dit que normalement il y avait un casier judiciaire vierge, et en fin de compte ça n'existe pas. C'est cette loi-là dont vous parlez ? Très honnêtement, mon avis à moi, c'est qu'elle est complètement bidon. Et cette loi, de toute façon, on n'a absolument rien changé. En plus, il n'y avait pas besoin de cette loi. C'est-à-dire que si on reprend les 3 termes qu'on a pu travailler, à savoir la réserve parlementaire n'est pas constitutionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui est dit maintenant quand les sénateurs essayent de la remettre en place. Pourquoi la remettre en place? Pourquoi leur donner ce pouvoir de pouvoir arroser? Parce que c'est ça, c'est du clientélisme dont on parle. Donc ça, il n'y a pas besoin d'une loi pour le faire. Le gouvernement aurait très bien pu prendre des mesures pour l'arrêter du jour au lendemain. Ensuite, quand on parle de l'IRFM, cette fameuse indemnité représentative de frais de mandat, donc des notes de frais, on va dire, pour faire un peu vite, certains parlementaires s'étaient enrichis personnellement en remboursant leur permanence parlementaire. Nous, au niveau de l'association, on a toujours dit qu'il faudrait peut-être s'intéresser au code pénal. Avant même de faire une nouvelle loi, le code pénal, l'article 432-12 du code pénal, la prise illégale d'intérêt, pouvait peut-être s'appliquer en la demeure. Et pourtant, il n'y a aucun jugement, aucun juge ne s'est posé là-dessus. Alors que peut-être plus de la moitié des députés ont quand même pu s'enrichir en enrichir leurs proches. Donc pourquoi faire une nouvelle loi alors que le code pénal s'appliquait déjà? Pour ce qui est des collaborateurs, c'est pareil. Les collaborateurs, c'est une prise illégale d'intérêt. C'est impossible, une prise illégale d'intérêt en tout cas. Ça serait bien que la justice, que le PNF, le fameux parquet national financier, se pose la question. Quand on utilise son mandat à des fins pour s'octroyer un avantage personnel ou octroyer un avantage personnel à ses proches, ça pose problème. Non, un mandat n'est pas fait pour ça. En France, le mandat est gratuit. Donc de toute façon, on n'a pas un mandat pour s'enrichir. Et quelle est l'alerte que vous lancez aujourd'hui dans ce salon? L'alerte, simplement qu'on essaye que le maximum de gens ouvrent leurs yeux. Plus vous saurez, moins ils pourront faire. Plus on sera transparent, moins il y aura d'abus. Le problème, c'est l'opacité. Moins les gens savent, plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'il n'y avait pas des gens comme Hervé, comme moi, comme Antoine, comme d'autres, comme M. Avrier, qui avons creusé pour dénoncer les choses qui existent déjà. On n'a rien inventé. Donc tout ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve des choses sous le tapis et on les met sur le tapis. Plus les gens sauront, moins ils pourront abuser. Mais le pire, c'est que même quand on sait, finalement, les parlementaires continuent. Oui, sur cette IRFM, en fait, finalement, c'était le sens de la loi. Il fallait que tout soit justifié. C'est comme ça que ça a été défendu quand même à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on apprend que non, il y a 600 € qui ne seront pas justifiés. Et puis, la plus grande partie, en fait, sera utilisée, mais avec une avance, sans avoir un remboursement sur facturation. Alors que c'était le sens de la loi. Donc pourquoi créer une loi si après, c'est pour être détricoté à chaque fois? Ça sert à rien. Aujourd'hui, avec cette IRFM soi-disant moralisée, avant, ils pouvaient truander de façon officieuse. Maintenant, ils peuvent truander de façon officielle. Ils peuvent acheter une voiture avec. Je veux juste qu'on m'explique. En quoi l'IRFM est intéressante pour acheter une voiture? En plus de ça, les contrôles qui sont mis en place sont faits par une déontologue qui est déjà submergée de travail. Elle va prendre 120 personnes au hasard par an. Elle n'aura même pas le temps de voir un seul dossier. Ça aussi, ces gens-là nous mettent de la poudre aux yeux en nous faisant croire qu'ils moralisent et en faisant totalement autre chose. C'est la moralisation qui pourrait faire retrouver un petit peu plus de confiance en la politique en France aujourd'hui? Je ne sais pas, mais on nous demande à nous d'être honnêtes. À nous les salariés, à nous le bas peuple, la moindre écart, on se retrouve au prud'homme.
on se retrouve licencié. On a les huissiers qui arrivent au bout de 3 mois. On nous fait vendre la maison. Pourquoi ce qui est valable pour nous ne serait pas valable pour les gens qui, soi-disant, nous représentent? Moi, j'ai du mal à comprendre. Ils pondent des lois. Vous vous rendez compte, il y a 60 à 70 milliards minimum de fraude fiscale par an. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y en a de l'argent. C'est quoi cette convention de justice d'intérêt collectif? Vous connaissez la loi Sapin 2? Mais c'est génial. Vous avez de l'argent. Vous truandez. Vous trichez. Je paye une amende. On efface l'ardoise. Et je ne suis même pas poursuivi au pénal. Ça, c'est la loi qu'ils viennent de faire. Et c'est la loi qu'ils viennent d'utiliser. Il y a une grande banque qui avait détourné 1,6 milliard d'euros. Elle vient d'avoir une amende de 300 millions. Poursuite fiscale arrêtée. Poursuite pénale arrêtée. Elle n'est pas belle, la vie? Toi, tu truandes. Tu vas travailler le week-end. Le week-end, au noir, pour nourrir tes enfants. 150 € pour refaire un appartement. Je me fais gauler. Je me prends une amende, je risque d'aller en prison, etc. Est-ce que c'est normal? Je demande simplement, et on demande simplement, que la loi soit la même pour tous. Et la loi aujourd'hui est réservée pour quelques-uns. Ceux qui font la loi, ceux qui participent à la loi, s'en exonèrent. C'est pas normal. Merci beaucoup Philippe Pasco, merci à vous Hervé Le Breton. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission L'Autre Direct.